ce qu'on appelle les potomitans dans les familles. Donc c'est mes sœurs qui m'ont aidé qui m'ont financé, qui m'ont aidé à grandir. Pour ce premier épisode de Story, on a appelé ça comme ça parce qu'on voulait raconter l'histoire de quelqu'un, d'un Beauvaisien, d'un visage familier ou pas, hein, si vous nous regardez un peu de toute la France, voilà. On voulait raconter l'histoire de quelqu'un à travers ce premier épisode. Et ce quelqu'un, c'est pour moi Monsieur Sunburger. J'en suis flatté. Comment ça va, Bilal? Ça va. T'es en forme? On est là, posé. Bon, là on tourne en ce moment au Filature, restaurant à Beauvais. Super lieu. Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, ici c'est une ancienne filature, d'où le nom. J'ai appris ça. D'où le nom. Et super beau restaurant. Ouais, déco très couture, très. Donc si vous ne connaissez pas, venez au Filature. Ouais. En plus, il y a l'équipe, elle est top. On a Thomas qui est super sympa. Cosy. Et on fait des petites soirées, etc. Enfin, de temps en temps. Ouais. Mais surtout, l'ambiance, elle est top. Et alors, pour moi, je ne sais pas si c'est l'argument numéro 1, mais tu as un parking, tu te gares, clair. Tu te gares facilement. Grand parking, super facile. Et, c'est un vrai donc, voilà. C'est un vrai commerce avec une réputation qui va avec. Tu es un restaurateur, c'était l'occasion d'aller les deux. On parlera un petit peu aussi de ce côté restaurant. Mais aujourd'hui, alors à Beauvais, on te connaît. Tu es actif sur les réseaux, tu es un peu notre influenceur à nous, hein, tu es un peu notre Nabila. Hein. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, si je te donne, allez, 30 secondes pour te présenter, qu'est-ce que tu me dis? Oula. Allez, 30 secondes, top, c'est parti. Bon, ben, je me présente. Moi, c'est Bilal. Ok, donc, Beauvaisien d'adoption, parce que de base, je suis de Creil, d'origine guadeloupéenne, en fait. Je suis un commerçant, on va dire un commerçant militant. On aime... Important, militant? Important. Aussi important que d'être commerçant, je pense, en 2024. Est-ce que tu as des commerçants qui ne sont pas militants? Je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais. Parce qu'on peut dissocier les deux. Certains sont là pour faire du business. Moi, je pense que on peut faire du business, mais en même temps, chercher à aider, chercher à se battre pour des idées, à échanger, à vivre avec ceux qui fréquentent le commerce. C'est important. On parlera de ce côté militant que tu as. On t'a vu pas mal sur pas mal de fronts, donc on en parlera. Mais moi, ce qui nous intéresse à travers Story, c'est ton parcours. Je suis un Guadeloupéen pur souche, donc j'ai grandi là-bas. Donc je viens de Pointe-Noire, une petite ville sur la côte ouest. Très connue. Ouais, connue pour le travail du bois, pour le basket. C'est une ville qui a vu éclore beaucoup de basketteurs qui ont même joué à NBA. Ouais, donc je viens de cette île-là où on peut s'en sortir que si on a la possibilité de partir plus loin. Parce que c'est une ville qui est vraiment un petit peu reculée par rapport aux villes où ça bouge. Donc certains s'expriment par la musique, par le côté intellect, par le sport. On essaye de s'en sortir comme on peut. Voilà, donc je viens d'une famille très modeste et j'ai perdu mon père vers 12 ans et la galère a commencé. Donc voilà. Et du coup, t'es arrivé en France, t'avais quel âge? Je suis arrivé en France à l'âge de 23 ans. D'accord. Et mon point de chute a été Creil, puisque j'ai mon grand frère qui est conducteur de train là-bas en fait. C'est comme ça que j'ai connu l'Oise, que j'ai connu Creil. Mes premières années, j'étais plus sur Paname. Bon, naturellement, voilà qui arrive là-bas, direct. T'avais des réductions, t'avais des billets gratuits, quoi. Ouais, mais de toute façon, quand il n'y avait pas, bon, on a appris vite fait à s'en sortir, quoi. À s'en sortir, quoi, en fait. À faire avec les moyens du bord. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai atterri ici. Et puis, j'ai tout de suite kiffé Creil, parce que Creil, c'est cosmopolite, c'est un truc de... Ouais, c'est la rencontre de tellement de cultures, de tellement de communautés que c'est... Et c'est d'autant plus impressionnant pour un jeune Guadeloupéen qui sort des Caraïbes et qui arrive et qui voit ce carrefour de culture et d'origine. Je me suis tout de suite senti bien, quoi, en fait. Ouais. Et tes 23 premières années, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, donc en fin de compte, moi, je suis d'une
J'ai fait une filière technique, à la base génie civil. J'ai fait mes études dans un lycée général et technologique à Basse-Terre, le chef-lieu de la Guadeloupe. Après, j'ai fait un BTS. Ouais. Et et en parallèle, bon, il fallait quand même faire rentrer un peu de sous, essayer de financer les études, tout ça. Donc, j'ai mis un pied dans le commerce en vendant des produits par le biais de la vente multiniveau. C'est quoi ça? C'est Frédéric M. J'ai vendu des bijoux, j'ai vendu des dessous féminins, j'ai vendu... Tu t'y connais en petite culotte alors? Je me débrouille. À ce temps-là, c'était très... T'es imbattable sur le bonnet des femmes alors? Il n'y a pas que ça, mais bon. Ouais, il fut un temps où j'arrivais à repérer. Bon, ça remonte déjà. Hein, spécialiste. J'ai vendu des bijoux, j'ai vendu pas mal de choses. Ça, c'est quand t'es arrivé à Creil ou Non, quand j'étais en Guadeloupe pour financer les études un peu, tu vois. Qu'est-ce qui t'a fait partir? L'envie de voir autre chose. Ouais. Ouais, bon, on est conscient que là-bas, on est loin, on est un peu loin de tout. Hein. On est français, mais bon. Ouais, c'est. Voilà. En Amérique. Ouais. La Caraïbe, c'est un chapelet d'îles de différentes nationalités. T'es plus influencé par le côté américain que le côté français. Quand on est guadeloupéen, c'est kiff-kiff. Tout ce qui est culture, musique, sport influencé énormément par les US. Ouais. Par contre, dans le fonctionnement, dans la mentalité, ouais. C'est très français. Ouais, c'est très français. Ouais. Tu parlais de tes parents. Tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Ma mère était donc femme au foyer, mon père était donc dans le bâtiment et c'était un patron en fait. Bien connu sur l'île, il partait même faire des maisons dans la Caraïbe, à Saint-Domingue, un peu plus loin aussi. C'était un mec qui travaillait pas mal, qui était reconnu comme étant un bonhomme. Et puis bon, du jour au lendemain, quand ça s'est arrêté, bon, il a fallu qu'on se débrouille. Donc voilà, moi je viens d'une famille de 7 enfants, je suis le dernier. Les plus grands ont aidé les plus petits et puis petit à petit on s'est organisé, on a essayé de survivre comme on pouvait. T'as des sœurs ou c'est que des frères Non, j'ai des sœurs et des frères et comme souvent aux Antilles, c'est souvent les daronnes, les filles, ce qu'on appelle les potomitans dans les familles. Donc c'est mes sœurs qui m'ont aidé qui m'ont financé, qui m'ont aidé à grandir, qui m'ont aidé Elles sont plus grandes que toi? Ouais, elles sont plus grandes. Ouais. Moi, je suis le Benjamin. Ouais. Et bon, mes frères étaient un petit peu moins organisés, un peu à gauche, à droite. Les garçons. Ouais, voilà. Donc, ce sont surtout mes sœurs qui m'ont poussé et qui sont encore... on va dire, la locomotive de la famille. La locomotive de la famille, ouais. Et quand t'as 23 ans, quand t'arrives comme ça dans un pays que tu connais pas, à Creil, même s'il y a plusieurs cultures, etc., comment tu le vis, toi, ça? Ouais, c'était... Je me rappelle que je suis arrivé 2 jours après les attentats du 11 septembre. Donc, j'arrive ici, je sens l'atmosphère pesante, mais à couper au couteau, en fait. Et là, je vois bien qu'il y a un truc qui va pas. À ma tronche, directement pris par un arabe, mais je n'ai pas capté. T'es barbu aussi à l'époque, t'avais... Non, j'avais juste mon petit boucle, beau gosse, tout ça. Mais bon, je savais pas que ça allait être un petit peu compliqué, puisqu'on m'a tout de suite assimilé à... Bon, après, une fois qu'on m'entend parler, on sait qu'il y a un problème. Ça fait tilt. Et justement, Mais c'était chaud au début. Hein. Je te pose cette question, peut-être un peu maladroitement, je m'en excuse. Mais tu as choisi, alors, ton prénom, alors c'est ton premier prénom, c'est Xavier. Ouais, tout à fait. Et tu as décidé de te reconvertir, etc. et de t'appeler Bilal. Ouais, ça, c'est à quel moment de ta vie? Ça doit remonter peut-être 2 ans après mon arrivée en métropole, entre guillemets. Ouais, donc je me suis converti parce qu'à la base, nous, les Guadas, on est très croyants. On est très croyants et j'étudiais déjà pas mal l'évangile en Guadeloupe et tout.
Et j'ai la faculté dans ma famille d'avoir un melting pot de religion, mais c'est souvent aux Antilles, c'est comme ça. Ma grand-mère t'as du musulman, chrétien, juif, voilà. orthodoxe. Ma grand-mère adventiste, j'ai une sœur qui est témoin de Jéhovah, l'autre qui est évangéliste, mes frères qui sont catholiques, ma mère est aussi catholique, mais bon. Et moi, je suis renoncé, confirmé, baptisé. T'as la totale. J'avais pas le droit de me coucher sans prier, j'avais pas le droit de me réveiller du lit, enfin sortir du lit sans prier. Donc, j'ai beaucoup étudié l'Évangile, l'Ancien et le Nouveau Testament, avec plusieurs courants religieux différents. Et puis, quand je suis arrivé en France, forcément, j'ai commencé à fréquenter par le biais de collègues, de travail et de connaissances l'islam. J'ai découvert donc ce que c'était. Naturellement, j'ai demandé direct à avoir un Coran pour commencer à jeter un coup d'œil, parce que forcément quand Dieu c'est la chose la plus importante dans sa vie, on arrive ici, on parle d'islam, on parle de judaïsme, obligé. Tu t'y intéresses obligatoirement. Ta curiosité fait que tu t'y intéresses. C'est clair. Alors le judaïsme, on connaissait un peu déjà par le biais de l'Ancien Testament, donc bon, on étudiait déjà un petit peu, mais par contre l'islam c'était totalement inconnu. D'accord. Voilà. Bon, après, sans ça, ouais, c'est ce qui rythme ton quotidien aujourd'hui. C'est ce qui rythme mon quotidien, rythme le quotidien de ma famille. Sans ça, je ne suis plus rien. Très bien. Et bah, après toutes ces saintes paroles, aujourd'hui, tu es le patron du Sunburger. Ouais. Alors, je sais qu'il y en a à Beauvais, il y en a à Creil. Ouais. Il y a Amiens aussi. Amiens, il y en a deux à Amiens. Alors, c'était Péronne aussi, tu avais un établissement à Péronne. Qui a fermé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Qui a fermé il n'y a pas longtemps. Du coup, c'est quoi? C'est toi et ton frère, vous êtes à la tête de cette franchise? Alors, en gros, en fait, moi, j'ai pris le train en marche. C'est-à-dire que quand je suis arrivé donc, en métropole, donc il fallait que je taffe, et j'ai été recruté donc, chez Darty. En ce temps-là, j'ai été recruté d'abord chez la DACEM, qui est Darty Accessoires Électroménagers, qui était une boîte dans une boîte, qui s'occupait des accessoires qui étaient liés aux produits majeurs dans le magasin Darty. Ok. Et en ce temps-là, c'était une boîte, elle était séparée de Darty. Après, ça a été rassemblé en fait. Et dans le magasin de Saint-Maximin, donc l'une des plus grandes zones commerciales d'Europe, là, à côté de Creil, j'ai rencontré des gars, des collègues qui sont devenus des amis et qui sont ensuite devenus des associés. D'accord. Voilà. Et ces mecs-là, ils travaillaient pendant la journée et le soir, ça charbonnait déjà un peu, ça s'organisait dans différents projets qui marchaient ou qui ne marchaient pas en fait. Et bon, j'avais déjà mis un pied dans le commerce, tout ça. Tu connaissais déjà? Je savais que, bon, moi, ça me plaisait déjà. Et puis, de fil en aiguille, je suis parti dans l'aventure avec eux. Et puis après, ça a été le début d'une longue route, en fait. Et le premier restaurant Sunburger, il est à Creil. Donc le premier à Creil, ouais, celui à Beauvais, tu l'as ouvert en quelle année? Celui de Beauvais, ça remonte à 8 ans, je crois, à peu près. Et celui de Creil, avant que ça s'appelle Sun, il y avait déjà un premier restaurant qui était un petit peu plus loin à l'emplacement actuel, qui s'appelait le Deli's Time. Les anciens connaissent bien. Là, j'ai fait mes armes, j'ai appris un peu ce que c'était la restauration, tout ça. Et après c'est devenu le Sun. Et à Beauvais, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien, ouais. On va dire ça se passe bien, on est implanté. Est-ce que, avec tous les travaux qu'il y a en ce moment au centre-ville, alors là c'est mon avis personnel, je trouve que ça devient de plus en plus compliqué le centre-ville de Beauvais. Est-ce que toi tu le vois de cet œil-là ou pas? Ah ouais, totalement. C'est d'ailleurs le retour que j'ai de ma clientèle. Ouais. Faire 3 fois le tour du pâté de maison pour trouver une place pour acheter un sandwich, ça commence à devenir n'importe quoi en fait. Et donc, en fin de compte, on se rend compte que pour l'achat d'impulsion à Beauvais, il faut laisser tomber. Ouais. Maintenant, ça se programme. On va au Sun,
On va ensemble, ça se programme. On sait qu'on a un certain temps pour y aller, il va falloir qu'on se gare un peu Parce loin. Parce qu'il y a eu, ça a été un vrai projet, ça, de la ville. Je crois qu'ils l'ont appelé Cœur de Ville ou dans ce sens-là. Aujourd'hui, tu as Beauvais Shopping. Est-ce que tu es adhérent de Beauvais Shopping? Alors, je ne suis pas, cette année-ci, je ne suis pas adhérent de Beauvais Shopping, mais je vais l'être. C'est un choix de ta part, c'est un oubli? Ouais, c'est un choix de ma part parce qu'à un moment, je ne m'y retrouvais pas. Ouais. Je ne me sentais pas concerné. Je trouvais que mon profil n'était pas compatible avec la structure. Là, actuellement, ils ont la chance d'avoir une présidente qui me ressemble un peu plus, qui aborde le commerce différemment. Et je me sens un peu plus proche de sa philosophie. Parce que t'avais été... alors, t'étais pas tout seul, hein, mais un des grands oubliés d'une campagne de communication, je me rappelle, ils avaient placardé des affiches oui, d'accord. Et t'avais pas été contacté. D'accord. Ouais, après, c'est peut-être normal le fait que je ne sois pas adhérent du processus. Mais bon, il faut dire qu'après, moi, je suis dans le haut de la rue Gambetta. Aux yeux de certains politiques, c'est pas l'endroit le plus fréquentable de Beauvais. Ouais. Après, c'est très cosmopolite, ça vit, c'est puis t'es au début du centre-ville. On kiffe, mais après, c'est pas l'endroit le plus, on va dire, hype de la ville. Mais en tout cas, une bonne partie de la population s'y retrouve et s'y sent bien. T'es arrivé à faire des trucs de ouf. Je me rappelle, il y a 2 ans, je crois, fête de la musique. T'avais rempli la rue complet, preuve que c'est un lieu qui est stratégique. Sans problème, sans incident. Sans rien, c'est comme quoi on est capable de vivre ensemble, de s'amuser et puis de prendre un pied ensemble. Exactement. Donc c'est très important de faire ce genre d'événement, en fait. Et parlons un petit peu, ça a été des articles de presse là récemment, de toute cette arrivée d'autres concurrents, des grandes chaînes, etc. Ça a été pas mal décrié en certains qui ont vu une concurrence déloyale avec des grandes chaînes, avec des gros moyens, etc. J'ai pas vu ton témoignage dans la presse. J'ai été interrogé. Je crois que le Courrier Picard a fait donc un article de presse à ce niveau-là et j'ai été interrogé. J'ai eu quelques passages, quelques extraits de ce que j'ai pu raconter en fait. On m'a posé des questions par rapport à ça. Bon, concrètement, on a le premier et le deuxième national qui s'implantent à Beauvais. Donc on ne peut pas dire non, puisque bon, certains diront qu'une grande ville comme Beauvais doit avoir ces enseignes-là implantées. Bien sûr, donc, mais est-ce que la ville n'a pas, est-ce que la ville n'a pas un droit de regard là-dessus, tu vois, en disant voilà, on protège nos commerçants beauvaisiens. Voilà, la ville devrait avoir un regard dessus. On a donc le manager du centre-ville qui est Arnaud de Combat, que je salue d'ailleurs parce que c'est un mec qui est passionné par son travail, qui fait un truc, franchement, qui fait un boulot extraordinaire. Et qui essaye de réguler, qui essaye de trouver un équilibre. Un équilibre dans tout ça. Après, c'est difficile vraiment de rentrer dans chaque segment du commerce et voir dans quelle mesure ça peut être concurrentiel. C'est clair que moi, j'ai deux gros concurrents désormais et que je dois faire preuve d'abnégation, de réflexion et de professionnalisme pour maintenir mon chiffre d'affaires et ma fréquentation. Donc, je pense que tu as aussi une clientèle qui te... Le mot est fort, mais qui t'aime, qui t'apprécie par tes qualités. Et t'es pas une grande chaîne, enfin tu vois, t'es pas une chaîne, tu restes local, humain. Et ça, c'est une force. Ouais, c'est clair. Je dirais même plus que arrivé à mon stade, on peut même parler de communauté. Exactement. Parce que ça dépasse le cadre du clientélisme classique. C'est des gens qui viennent chez moi parce qu'ils m'apprécient ou qui apprécient ma façon de penser, ou on se rejoint sur certains points. Donc c'est vrai que c'est devenu très solidaire mon commerce. Et je tiens à le garder dans cette philosophie-là, que ce soit au niveau prix, au niveau accueil, au
au niveau relationnel, je veux que ce soit, comme ça. Et c'est ça qui me permet de tenir aujourd'hui. Nous, on a vu, alors j'avais l'info là, tu es 4e au classement de la restauration rapide à Beauvais sur TripAdvisor. Ah ouais? 4e, ah c'est ouais, bien. Bon, il y a KFC. D'accord. Mais 4e, c'est bien. Tu es devant d'autres grosses chaînes. McDo, ils ont 3-4 enseignes, etc. Tu es devant tout ça. Donc, preuve que tu as une communauté. Alors, TripAdvisor, c'est pas le summum du référencement. Ouais. Mais ça donne un peu une température. Et l'institution Sunburger, elle est connue de tous. Ton visage, c'est la vraie marque du restaurant. Ta personnalité aussi. Et du coup, parlons alors. Tu as eu un très gros accident. Ouais. On peut dire que tu as frôlé la mort. Ben, je l'ai connu même 2 fois. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, j'ai fait une myocardite. Donc, j'ai fait 2 arrêts cardiaques, espacés de plusieurs heures. Et puis après, ça a été le début d'une longue période assez difficile. Parce que suite à cette myocardite, j'ai eu de graves complications, trachéotomie, pontage coronarien. On m'a mis donc un appareil qui s'appelle l'ECMO, donc un cœur artificiel, on va dire entre guillemets. Et ça c'est allé de complication en complication jusqu'à ce que mon pronostic vital soit engagé réellement et que, alhamdoulilah, du jour au lendemain, après 3 mois de coma. 3 mois quand même, ouais. Je suis revenu à moi. Mais ça va, petit à petit. Porte bien là, ça va. Je suis revenu vite fait, parce que quand on est patron, on sait bien que. Ah, faut revenir. Ouais, il faut revenir. Hein. Ouais. Et justement, ça a été une expérience extraordinaire. Et car pendant toute cette absence-là, ma communauté s'est organisée. Ouais. Voilà. Il y a eu beaucoup sur les réseaux, mais aussi en off. Ouais, il y a eu plein de choses qui ont été formidables, preuve que tu es une vraie personne ici. Tu as des gens qui t'aiment, mais voilà, même maintenant, quand sont là pour toi. Quand je prends le temps d'y penser. Et du coup, ça vient, alors pour moi, un peu en confrontation à cette période Covid, où tu étais avec d'autres Beauvaisiens, mais le visage un peu du militantisme anti-pass sanitaire. Ton restaurant, tu voulais pas instaurer le pass sanitaire. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi Là, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. On est dans une période... l'atmosphère, c'était incroyable. On avait peur pour nos familles, on avait peur pour nos proches. En même temps, on était dans un processus où on nous bridait totalement, où on nous mettait la pression pour la vaccination. Ouais. Rien n'était clair. Les gens ressentaient une pression incroyable dans leur travail. Les repas de famille se terminaient en bagarre. Ouais, c'est les Noëls où il fallait que papy-mamie mange à part. C'était une période qui était improbable. Il fallait faire tester nos enfants des files d'attente à 20 heures. Et toi alors, grosse période de militantisme, tu étais dans toutes les manifs à Beauvais. Je les organisais donc, avec l'aide de plusieurs personnes de Beauvais que je salue. On tournait comme ça et puis les uns après les autres on déclarait donc les manifestations à Beauvais et puis plus on les organisait et plus on créait des connexions avec des personnes qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin de parler, qui avaient besoin de souffler. Qui étaient seuls chez eux dans les appartements. Et c'était un peu une délivrance aussi, ces manifestations. C'était un peu une délivrance et on a fait ça pendant longtemps. C'est vrai qu'après, on a peut-être mis en difficulté certains commerçants qui restaient ouverts, mais bon, dans la vie, il faut s'accrocher à ses valeurs, il faut savoir où on va en fait. Ouais. Et le pass sanitaire, c'était une aberration totale, l'obligation vaccinale aussi. Il fallait qu'on réagisse, là, c'était
les directives de trop. Est-ce que tu comprends, alors, avec ton recul d'aujourd'hui, avec cet accident que tu as eu, cette longue et douloureuse hospitalisation, etc., est-ce que tu as un regard différent maintenant par rapport à ça ou c'est toujours pareil? Du tout, puisque on voit en plus ça avance et plus on se rend compte que la vaccination a été quelque chose qui a été totalement néfaste pour certaines personnes. J'ai des témoignages incroyables qui parlent de décès dans le Beauvaisis, dans la ville de Beauvais. J'ai des gens qui ont des séquelles à la vie. On a vacciné des gens qui étaient en cours de chimio. On a vacciné des gamins. On a vacciné des gens qui avaient des pathologies hyper lourdes en leur disant que vous êtes un public à risque. J'ai vu de tout. Il y a eu des morts. Il y a eu des familles décimées. Comment on peut, au jour d'aujourd'hui, regretter ça? Non. Je pense qu'on aurait dû faire même plus. On a permis, en fait, on a manifesté pendant très longtemps. On a permis à des gens de créer des connexions qui leur ont permis de patienter, alors que la pression sociale les obligeait à se faire vacciner. On a rencontré des gens qui avaient déjà des pathologies lourdes, qui avaient déjà conscience que la vaccination n'était pas quelque chose de positif pour elles, mais bon, elles avaient du mal à ne pas suivre les directives des médecins traitants. Donc on a accompagné ces gens-là. On a accompagné même des personnes en fin de vie qui ont été vaccinées et pour qui ça ne s'est pas passé du tout comme prévu. Ils t'ont vacciné, toi, du fait que tu sois rentré à l'hôpital ou pas Alors, ils ont essayé maintes et maintes fois, même sur mon lit de mort. Ils ont essayé de me vacciner à plusieurs reprises. Mais tu es toujours opposé quoi qu'il arrive. La famille a tout le temps dit non. Mes directives, c'était au point où quand je repartais à la Pitié-Salpêtrière ou quand je repartais à l'hôpital de Creil, quand on me voyait arriver, j'avais deux noms, soit le miraculé, soit le non vacciné. Parce qu'ils disaient, ouais, quand même, c'était mieux quand même de le vacciner, on ne sait pas, on ne sait pas ce que ça peut donner, il est fragile, si, ça, mais la famille l'a toujours refusé. Donc, bon, je suis passé entre les gouttes. Mais ça a été une nouvelle pression pour ma famille qui a dû lutter pour qu'on ne me vaccine pas, quoi, en fait. C'était comme ça, c'était automatique. Il fallait vacciner tout le monde. Ouais, c'était le... Ouais. Et ironie du sort, même à l'hôpital, j'ai chopé le Covid ensuite. Ouais, bon, donc, je crois que tout le monde l'a eu, le Covid. Moi, je l'ai eu. Tout le monde l'a eu plusieurs fois. C'est d'ailleurs ça qui a aggravé mon cas au début, les Covid à répétition. Parce que quand on a beaucoup de clients, on en a certains qui sont pas très... qui font pas attention à tout. Donc ils n'ont pas la même propreté que les autres. Mais j'ai eu le Covid maintes et maintes fois. Mais bon, nous, on a la chance d'avoir une herbe médicinale en Guadeloupe qui me permettait de me soigner. Donc ma mère m'en envoyait régulièrement. C'est quoi comme herbe? Ça s'appelle l'herbe à pic. L'herbe à pic, c'est une herbe médicinale avec laquelle on a développé pas mal de médicaments ensuite. Mais bon, c'était très difficile à l'avoir, un peu comme l'ivermectine. C'était un peu compliqué, mais bon, on se débrouillait. Donc les Covid à répétition, plus le surmenage, parce que je travaillais à fond, plus la fatigue. La totale. Et t'es aussi un militant, alors j'ai lu ça, le chiffre m'a fait halluciner. T'as 5 000 € d'amende de parking. Ah oui, j'ai un peu plus de 5 000. Ça c'est incroyable aussi comme histoire. Tu gares ton véhicule devant ton commerce et on te verbalise dès que tu te gares, bam, c'est ça? C'était. J'ai passé une sale période avec les ASVP. Du coup, j'imagine, moi j'ai pas Sunburger. Il y en a. Tu ne faisais pas des prix, tu faisais pas d'amende et je t'offre un. Et pourtant, généralement, j'ai le contact facile avec tout le monde. Bon, mais avec les condés, c'est un peu difficile. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est l'uniforme? Je ne sais pas. Ouais, j'ai passé une période difficile. Ça a été avec plusieurs
dames donc, de l'équipe ASVP qui me verbalisaient régulièrement et continuellement en face de mon resto. Tous les jours? Alors que, pas tous les jours, mais je pouvais en prendre plusieurs par semaine. Parce que 5 000 €, c'est... Ouais, Parce que l'amende de stationnement, c'est quoi? C'est 45 €? C'est 35 balles, je crois. 30, je sais même plus, je crois que c'est 35 balles. T'as dû avoir un paquet de... Et en fait, des fois, ils mixaient un peu sur du 135 parce que j'étais sur le trottoir, parce que j'avais pas le choix. Et ça a continué, même après mon retour, même avec mon statut de personne à mobilité réduite, ça a continué. T'as le macaron maintenant J'ai le macaron, je mettais le disque, plus le macaron, plus ci, plus ça. Non, il ne veut pas savoir. Ouais, il veut pas. Tiens, c'est Bilal, hop, c'est pour nous aujourd'hui. Ouais. Jusqu'au point où le 11 septembre, décidément, comme par hasard, cette date, ouais, ben, je suis convoqué au tribunal. Ouais, ça s'est passé en justice. Ouais, donc je serai bientôt convoqué au tribunal pour outrage à agent. Ouais. Il faut dire que je suis allé trop loin, je l'ai traité de sale fonctionnaire, donc c'est vrai que... Ah, c'est méchant ça, Bilal. C'est méchant. Surtout en Guadeloupe où tu as beaucoup de fonctionnaires, tu vois. Ah ouais, le bimidum, ça a marché chez nous. Voilà. Hein. Ouais. C'est quand même grave de se faire verbaliser. Après, voilà, et c'est la loi, c'est la loi. Moi, je me fais flasher un 52, s'il est limité à 50, bah voilà. Sauf que je suis dans mon droit. Oui, après, si... Ouais, parce que, bon, on ne peut pas... des fois, ça m'arrivait de décharger ma voiture, que ce soit ma voiture perso, mon camion frigorifique, le temps de mettre le produit en positif ou en négatif ou pas, pour pas couper la chaîne de froid, tu reviens, tu retrouves une amende. Ah ouais, t'as tourné au coin de la rue. Tu retrouves l'amende sur le pare-brise, hein, carrément. Ouais, donc c'est un peu compliqué. Puis après, en fin de compte, je pense qu'elles avaient du mal à lire un peu parce qu'il y avait un panneau, en fin de compte, qui disait que le matin de 8h à midi, c'était une place de livraison et à partir de 14h ou à partir de 13h, ça passait en place classique. D'accord. Ouais, donc moi, je faisais quoi? Bon, donc j'arrivais, je mettais mon disque. J'avais un certain temps qui me permettait de rester sur la place en tant que commerçant et en tant que commerçant qui décharge sa voiture. Et puis après, quand je passais en place classique, je pouvais laisser ma voiture là. Mais je pense que ça les dérangeait de voir la voiture trop longtemps. Ouais. Idem quand j'ai le statut de personne à mobilité réduite. Pareil. Je décharge ma voiture. Si j'ai d'autres places, je vais plus loin. Si je n'ai pas d'autres places, donc une fois que le temps imparti pour la livraison est passé, comme l'indique le panneau, je passe en stationnement classique en fait. Et ça n'avait pas l'air de leur plaire en fait. L'aspect positif, c'est que tu es une source de revenus pour la ville quand même assez sympathique. J'ai contribué pas mal quand même. Et en plus des impôts fonciers. Bon, ça c'est. Et alors dans tout ce climat, les gens ils t'adorent. Est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu... Ouais, je sens quand même qu'il y a un kiff. Et puis je fais l'effort aussi. J'essaie d'être avenant, d'échanger avec mes clients, de les respecter, de ne pas les prendre de haut, tout ça. Mais j'avoue que j'ai une petite communauté quand même qui me suit et qui me soutient. Voilà. Et avec les autres commerçants, pareil, ça se passe bien? No problemo. Ouais, peut-être que pendant la période où je manifestais de façon récurrente et pendant un bon moment, quand on ramène 1200, 1300 personnes en centre-ville, ça crée un peu le bordel. Donc je pense que il y en a certains qui ne m'apprécient peut-être pas, mais en tout cas, d'un point de vue général, je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème avec les commerçants. Je suis plutôt avenant avec mes collègues, avec mes... Il y a quelqu'un avec qui tu t'entends super bien aussi. C'est Ryan. Ah oui, Ryan. Échange à chaque fois, les parapluies, Bilal, le temps, tout ça. Et tu sais quoi, nous, on lui a demandé son avis sur toi. Ah ouais? On lui a demandé, est-ce que tu veux voir la vidéo? Ah bah tiens, regarde. Bon, j'espère que c'est des gens que tu connais. Ils nous ont dit, ouais, on connaît Bilal. Bon, on va voir ça. Alors attends, tiens, vas-y.
Salut Bilal, le deuxième meilleur commerçant de Beauvais, j'espère que tu vas bien. En tout cas Bilal, c'est notre partenaire grosseur. Sans lui, je pense qu'il n'y aurait plus de salle de sport à Beauvais parce que ça servait à rien, on serait trop maigre. Hein. Et voilà, je pense que sans lui, Beauvais, ça serait plus pareil. Gros bisous Bilal, on t'aime. Et t'as une autre personne, t'as une autre personne derrière. Vas-y, je te laisse sweeper, vas-y. Salut Bilal, j'espère que tu vas bien. Écoute, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tes super prix, merci pour tes formules à partir de 6 €. Comme tu le sais, on vient souvent chez toi, on va continuer et on va te donner de la force. Ne lâche rien. Merci pour tout et à très bientôt. Alors Bilal, en fait, je l'ai connu il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ça a tout de suite accroché entre nous. Parce que c'est quelqu'un qui dégage de très belles valeurs. C'est un homme qui est gentil. Il est, moi je trouve, il est plein de qualités. Il est généreux. C'est une très belle personne. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que son commerce fonctionne aussi bien et que tout le monde l'aime autant. C'est parce que c'est quelqu'un de vrai. Et on aimerait tous connaître quelqu'un comme ça dans notre vie. Voilà. Excellent. Bon, tu vois, les gens ils t'aiment, les gens ils t'apprécient. Excellent. Et moi, j'avais un dernier petit jeu pour toi. Vas-y. J'avais un dernier petit jeu avant de terminer ça. Ton plus gros tacos, il pèse combien? Bah, je les ai pas tous pesés, mais Ouais. à mon avis, ça doit, je sais pas, ça doit faire peut-être 2,2 kg, 2,3 kg, je pense. Alors nous, Ça dépend de ce qu'il y a comme viande et si c'est gratiné. on a fait notre travail de journaliste comme il faut. Ton plus gros tacos, il pèse 2,2 kg. Ok. C'est le 5 viandes, c'est le tacos triple XL. Là, si tu manges ça, t'es... On te commande ça souvent ou pas? Parce que je vois, tu as une photo avec le truc, il fait la taille de mon bras. Là, Ouais, ça marche qui bien. c'est qui mange ça? Ça marche bien. Tu le manges toi, ça? Non, j'ai jamais osé. J'ai jamais osé l'entamer. Alors, Ouais. 2,2 kg, ah mais c'est une belle bête. Hein. Je vais te donner des objets du quotidien, tu vas me dire si ça pèse plus ou moins que ton tacos triple XL 5 viandes. Un aspirateur. Si c'est un aspirateur balai, peut-être que Ah, tu ça chipotes pèse la moins. Bilal, c'est marqué aspirateur. De formation Darty. Alors, J'en ai vendu des aspirateur aspirateurs. Darty, référence 12 425. Non, aspirateur, Si c'est un traîneau, il est plus lourd que le tacos. ouais, aspirateur 5 kg. Donc c'est plus lourd que ton tacos. Ouais. Un poulet entier. Un poulet entier. Si c'est un poulet fermier ou c'est un poulet industriel, Un poulet jaune. on va dire plus lourd que le poulet. Ouais, c'est plus lourd, c'est plus lourd. Alors après, j'ai un melon. Un melon. On va dire plus lourd que le melon. Ah, c'est plus lourd. C'est plus lourd. Entre 2,5 kg et 3,5 kg. D'accord. Un ordinateur portable. Alors bon, classique. Ça dépend si c'est un MacBook Ouais, Air, vas-y, on s'appelle. Si c'est un 15 pouces, un 13 pouces. Un pack de 6 canettes. Un pack de 6 Un cadettes. pack de 6 canettes. Ouais, ça doit être plus lourd quand même le pack. Ah, c'est environ 2 kg. C'est moins lourd. Ah, c'est moins lourd. Ouais, une grande boîte de choc à pic. Je pense que c'est plus léger. C'est 1 kg environ. Dernier, tu me dis si c'est plus lourd ou moins lourd que ton tacos 5 viandes qui fait 2,2 kg. Si tu manges ça, Ok. ton nombre d'amandes pour stationnement en poids, c'est plus ou moins que ton tacos Très bonne question. Si je garde l'enveloppe avec, on doit pas être loin. à vérifier en tout cas, à vérifier. Bon, en tout cas, Bilal, merci pour ce moment. J'espère que moi, ça me touche beaucoup. Ben, nous, on a pensé automatiquement à toi pour toute cette bienveillance que tu dégages et tu mets à l'aise les gens. Et pour nous, c'est pas facile aussi de faire des interviews vidéo, etc. Donc, franchement, merci d'avoir pensé à moi. Je suis honoré. premier épisode de Story, voilà, on raconte l'histoire, on raconte la story d'un Beauvaisien que vous connaissez ou que vous connaissez pas. Et j'espère que ça vous a plu. Partagez, likez, donnez-nous de la force. C'est la première pour le référencement, ça aide. YouTube, TikTok et compagnie. Donc n'hésitez pas à partager. Et puis si vous aussi vous avez une histoire à raconter, si vous avez envie de raconter votre story, eh bien on met le mail en description. Vous nous contactez, c'est super facile. Voilà. Impec. Merci encore. Bonne continuation, Bilal. Merci au fil. Merci à toi.